Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. En général, quand on présente quelqu'un que tout le monde connaît, on dit il n'est pas nécessaire de présenter monsieur un tel, et puis on le présente. C'est-à-dire on fait quelque chose dont on vient de dire qu'il était inutile de le faire. On pourrait inverser le raisonnement et se demander qui ne connaît pas monsieur Prochian et qui nous explique comment il a pu passer toute une existence à ne pas connaître monsieur Prochian. Mais bon, je ne vais pas prendre ce risque. Et donc je vais dire que monsieur Prochian est neurobiologiste, directeur de recherche au CNRS, administrateur du Collège de France, membre de l'Académie des sciences, je vais arrêter là. Il connaît les glycoaminoglycanes mieux que sa poche. Il est spécialiste de la plasticité neuronale et du guidage axonal. Bref, on sent qu'on va apprendre du vocabulaire. Il n'a pas remis de texte, donc je ne sais pas de quoi il va parler. Bonjour Étienne. Je ne suis pas directeur de recherche au CNRS, c'est pas grave. Ah bah, il faut corriger Wikipédia. Comme quoi tout le monde peut se tromper. Maman, pourquoi tu m'as fait comme ça? Je suis pas beau. Je pouvais pas savoir que ça serait toi. Voilà. Ça, c'est un petit peu comme quand. C'est un petit peu comme quand M. Friedman, avec sa pipette, choisit un spermatozoïde pour faire fivette. Comment il le choisit, sur quelle intuition, celui-là et pas celui d'à côté. Et puis au bout du compte, il y a un individu qui va se développer. Et en fait, c'est un petit peu comme l'histoire de la vie, ça aurait dû ne jamais commencer. La probabilité était nulle. La probabilité qu'il y ait sapiens au bout du compte avec tous ces événements évolutifs est aussi nulle. Et pourtant, nous sommes là. Donc, la probabilité de départ est toujours proche de 0 et celle de la fin est égale à 1. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe entre les deux. Au fond, qu'est-ce qu'être soi dans ce départ tout à fait improbable? Et cette série d'événements qui fait que l'individu s'individuise, je dirais, au cours pour ce qui est de l'espèce humaine, disons de quelques dizaines d'années. Ça a à voir énormément avec cette structure sur laquelle je travaille, qui est en fait le cerveau, et qui est la structure principale, pas la seule, qui permet l'adaptation évolutive d'un individu avec son milieu. Il y a quelques années, Science et Avenir, je crois, me demandait de participer à un numéro sur l'intelligence, et il m'a demandé de définir l'intelligence, et j'avais défini l'intelligence comme le rapport adaptatif qui lie une espèce à son milieu ou un individu à son milieu. Dans ce sens, on peut dire que tout ce qui est vivant pense, puisque tous les êtres vivants, de la bactérie à sapiens, il n'y a pas là de notion de hiérarchie, il n'y a pas de hiérarchie dans le vivant, ont un rapport adaptatif à leur milieu. Mais si sapiens a un rapport adaptatif à son milieu qui est plus, je dirais, riche que les autres espèces, c'est justement à cause d'un cerveau qui est un cerveau tout à fait exceptionnel et de tous les artefacts que son cerveau a permis de construire et qui augmente de façon tout à fait extraordinaire ses capacités d'interaction avec le monde, avec le milieu, justement. Mais ces capacités d'interaction ne sont pas uniquement des capacités, je dirais, où le monde viendrait frapper à la porte d'un cerveau construit, car cette interaction se fait, et c'est ça qui, je crois, est intéressant dans le fait d'être neurobiologiste, cette interaction se fait dans les deux sens. Alors, pourquoi le cerveau humain est-il plus riche au niveau interactionnel que les autres cerveaux? C'est justement par la construction de ces outils qui nous permettent d'étendre notre cerveau. L'ordinateur a prolongé notre cerveau comme le vélo avait prolongé nos jambes, d'une certaine façon.
et qui fait que la masse de ces interactions entre le cerveau et le milieu est tout à fait exceptionnelle à cause de ces 900 cm3. Je dis souvent, nous avons 900 cm3 de trop par rapport à un primate de base. Si nous avions un cerveau qui était proportionnel à la surface du corps, pratiquement comme tous les primates, nous devrions avoir un cerveau de 400 cm3. Nous avons un cerveau de 1400, c'est-à-dire que nous avons presque 1000 cm3 de trop sur les 1000 cm3 qui, justement, sont impliqués dans les fonctions cognitives incroyables de cette espèce, qui mènera évidemment à sa perte, mais entre-temps, on ne sera peut-être pas trop ennuyé sur cette terre. Et quand on ne sera plus là, de toute façon, comme 21 ou pas, ils se débrouilleront sans nous, mais il n'y aura personne pour leur raconter. Voilà. C'est quand même une espèce tragique, mais une très belle espèce, justement, à cause du côté tragique de cette espèce. Bon, je reviens donc au cerveau. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui frappe sur un cerveau, ce milieu, c'est quelque chose qui construit le cerveau. Et ça, c'est quelque chose que je crois il faut tout à fait comprendre, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'il y a un génome qui est fixe, alors que le génome, il n'y a rien de plus mobile qu'un génome. Je pense que vous avez écouté hier Jean-Louis Mandel, qui vous a peut-être parlé de ces questions. Mais le cerveau, c'est pareil, c'est pas un organe fixe, c'est un organe qui se modifie énormément. Alors, il y a des périodes où il se modifie plus que d'autres. Ça s'appelle les périodes critiques. C'est-à-dire que au cours du développement, jusqu'à un certain stade, par exemple, on n'est pas capable d'apprendre certaines choses. Pendant une courte période, on est capable d'apprendre certaines choses, et après cette période, on est capable d'apprendre, mais beaucoup moins bien. Vous pouvez faire l'expérience, les amblyopes, par exemple. Si vous n'opérez pas une cataracte d'un enfant avant l'âge de 5-6 ans, même si vous rouvrez l'œil après, il ne récupérera pas une vision binoculaire. Apprendre à jouer d'un instrument de musique, apprendre une langue, il y a des périodes pour lesquelles c'est facile, c'est même impressionnant de facilité, il y a des périodes auxquelles c'est impressionnant de difficulté. Et donc, il y a ces périodes pendant lesquelles le cerveau se modifie en fonction de ce qui lui arrive sur le plan sensoriel, sur le plan affectif, sur le plan moteur. Et il y a d'ailleurs une période critique très intéressante, ça s'appelle la puberté. Il y a un moment où les hormones arrivent, je pense que vous en souvenez tous, et ça change le monde. Ça change le monde. Le monde ne vous regarde pas, pour ainsi dire, de la même façon. Vous ne vous regardez plus de la même façon. Vous ne vous pensez plus de la même façon. Vous êtes sexualisé autrement qu'avant. Et si le cerveau ne suit pas, c'est-à-dire que si c'est une période critique, bien entendu, à laquelle certaines régions du cortex doivent répondre, et évidemment, si ça ne suit pas, ça crée des maladies qui relèvent évidemment des maladies psychiatriques, ça va de soi. Donc cette plasticité est vraiment quelque chose où il y a des pics comme ça de plasticité, mais ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas avec la fin de ces périodes critiques qui sont des périodes intenses de plasticité corticale liées à la maturation d'une petite classe de neurones qui sont des interneurones inhibiteurs en l'occurrence. Ça continue tout au long de l'existence et toute l'histoire d'un individu, aussi imprévu que soient les événements qui vont la sculpter, vont laisser une trace dans la structure cérébrale. Et une trace qui peut rester permanente, même si nous savons aujourd'hui que nous pouvons rouvrir des périodes de plasticité, et c'est-à-dire rendre le cerveau de nouveau très plastique chez l'adulte par des manipulations, excusez-moi les psychanalystes, pharmacologiques. Ce qui veut dire qu'au fond, ce qui s'inscrit dans un cerveau, c'est une histoire, et qu'un individu n'est jamais soi. C'est-à-dire que, et ça c'est quelque chose qui est évidemment assez difficile à penser, parce que même si tu m'as fait comme ça, je suis pas beau, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que, je prends un exemple, par exemple vous allez à un concert un soir,
pas au Bataclan, hein. C'est pas de ça que je parle. Vous allez au concert un soir et vous êtes assis à côté d'une personne tout à fait agréable. Et vous échangez les numéros de téléphone et il s'ensuit ce que chacun peut imaginer si ça marche. Et tout d'un coup, votre vie va être... il y a un aiguillage, quoi. Ça y est, vous avez pris une autre route. Et 10 ans après, vous n'êtes plus la même personne que vous auriez été si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, parce que votre existence en a été modifiée physiquement, bien entendu, neuronalement, excusez-moi de le dire. Et ça veut dire qu'à chaque instant, finalement, même si on est surdéterminé, comme vous pouvez dire certaines écoles philosophiques et historiques, à un moment donné, par ce qui s'est produit avant, à chaque instant, il y a toujours une infinité de possibles pour ce qui va se produire après, et qui va modifier dans la structure même de notre organe cérébral ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on ne cesse jamais d'avancer, de s'individuer. Je crois que c'est quelque chose d'extraordinairement important parce que c'est aussi un outil adaptatif. Je parlais au départ d'adaptation. Les espèces comme les nôtres, je dirais les mammifères au plus haut degré, mais sapiens plus que les autres, répondent aux défis de l'environnement, au sens très large, hein, non pas par une sélection naturelle, c'est-à-dire se reproduire et sélectionner de façon darwinienne les mieux adaptés. D'ailleurs, quand on se met à deux pour en faire deux, que ça prend 40 ans, c'est une stratégie mortifère. Mais les techniques d'adaptation de Sapiens sont des techniques d'individuation, c'est-à-dire qui sont liées à l'intelligence, à la modification de l'individu, à la construction d'outils techniques, d'outils intellectuels. Et je crois que, justement, en ces temps de COP21, cette espèce de capacité d'anticipation, et non pas, sauf évidemment la solution qui est donnée, c'est un retour à la nature, comme si ça existait, la nature. Mais si Sapiens peut s'en sortir, ce sera justement en construisant encore plus des outils techniques et d'intelligence scientifique pour, en même temps qu'évidemment une intelligence politique et économique, pour, après avoir anticipé, dégager les outils qui lui permettra de survivre encore un petit peu, pas énormément, hein. Eh bien, seule cette individuation intellectuelle et cette capacité de construire avec son cerveau peut apporter des solutions temporaires. Je crois que c'est, au fond, ce qui est arrivé à Sapiens depuis le début. Rappelez-vous, nous étions 10 000 au centre de l'Afrique, il y a environ 300 000 ans. Les enfants naissaient sans griffes, sans dents, assez démunis malgré tout, dans un milieu pas forcément sympathique. Là, c'était vraiment la nature. Et c'est uniquement par une vie sociale, par le développement de technologies, d'armes, le feu, etc., qu'en quelques 200 000 ans, nous avons pu devenir, ce n'était évidemment pas prévu, une espèce dominante. Nous avons envahi 75% de la planète. Aucune autre espèce ne l'a fait avant nous. Ils nous ont même mis un pied sur la Lune. C'est magnifique. C'est une espèce tragique et poétique. Et ça finira mal. Mais bon, on est là. Il n'y a pas de marche arrière dans l'évolution. Il n'y a pas de marche arrière non plus dans l'apparition d'un individu, son individuation et sa mort. Je vous remercie. Après peut-être. Merci à la Branchian.
J'avais une première question qui vous dites un individu n'est jamais soi. Il est en perpétuelle évolution, il est influencé par son environnement, par ce qu'il ressent, par ce qu'il vit. Mais est-ce qu'un cerveau est capable de produire des idées ou des pensées qui le surprennent? Je veux dire par là que Bachelard, Gaston Bachelard, le grand épistémologue, disait faire de la science, c'est penser contre son cerveau, c'est-à-dire c'est accepter des lois, par exemple des lois physiques, qui contredisent ce que notre cerveau observe. Par exemple, nous voyons que les corps tombent à des vitesses différentes, et la loi de la chute des corps, la vraie, nous dit que tous les corps tombent à la même vitesse. Donc notre cerveau a été capable d'inventer une loi qui contredit l'observation, et donc, j'imagine, quand ça a été fait pour la première fois, de se surprendre. Donc est-ce que le cerveau est capable de se surprendre, de produire de l'imprévu pour lui, en quelque sorte? Dans Brecht, il y a ce dialogue tout à fait étonnant de son élève qui lui dit « Je le vois bien que le soleil se lève de ce côté-là le matin et se couche là le soir. Allez me dire après ça que le soleil ne tourne pas autour de la Terre. » Et ce que lui répond Galilée dans la pièce de Brecht, c'est « Tu ne vois pas. Il ne faut pas confondre voir et écarquiller. Tu écarquilles. » En fait, évidemment, on a tendance à écarquiller, et c'est là que la science nous permet non pas d'écarquiller, mais de voir. Et c'est dur, parce que ça va très souvent contre le sens commun. Mais c'est comme ça, c'est la difficulté de ce travail, et je pense que c'en est aussi sa beauté, c'est-à-dire d'aller contre souvent ce qui peut apparaître comme une évidence tangible ou visible. Écarquiller n'est pas voir. D'accord. Je vais peut-être le noter. Sujet d'un prochain colloque. Alors, j'ai beaucoup apprécié, moi aussi, votre intervention et cette intrication intime du cerveau, de la technologie. Je n'entends pas, là. Pardon? Je vous entends pas. Je n'entends pas. Oui, je vois, mais je n'entends pas. Je vais essayer d'écarquiller mon propos. Oui, donc je disais, oui, alors j'ai beaucoup apprécié cette manière dont vous articulez le cerveau et l'environnement. L'être humain crée son environnement, mais il est modifié par son environnement. Mais j'aimerais vous entendre, moi, sur ce qui me fascine le plus dans le fonctionnement du cerveau, c'est la capacité à concevoir des lois qui rendent compte non pas de l'environnement du corps humain, mais du corps humain lui-même. Et je pense notamment à cette loi qui m'a toujours fasciné dans les études médicales, la sensation varie comme le logarithme de l'excitation. Et bon, alors peu importe, hein, voilà, ça veut dire, ça veut dire que si vous appliquez une pression, par exemple, sur la peau, la sensation varie comme le logarithme de la pression que vous effectuez. Et ce que je me demande, c'est comment, je comprends que le cerveau puisse observer son environnement, construire des lois sur son environnement, construire des outils sur son environnement, mais ce qui me fascine, c'est cette capacité du cerveau à concevoir des modèles qui lui permettent de rendre compte de son propre fonctionnement. Dire comment s'effectue, vous dites le rapport du cerveau à l'environnement, oui, mais le rapport du cerveau à l'environnement aussi à ce en quoi il est son environnement à lui-même, le rapport du cerveau à lui-même. Bon, d'abord, un cerveau ne pense pas tout seul. Il y a toujours cette histoire de comment un organisme peut-il se penser lui-même. Mais en fait, on se met à beaucoup de cerveaux pour en comprendre un. Heureusement, ce théorème de Gödel ne peut pas s'appliquer, si vous voulez, à la connaissance scientifique, parce que c'est jamais une aventure individuelle, et ensuite, c'est une aventure historique. C'est-à-dire que nous prenons toujours une discipline à un moment de son histoire. Et ce que vous dites là, de ce que vous appelez les lois scientifiques, bon,
mon collègue de gauche qui a une thèse de philosophie serait beaucoup plus compétent que moi pour dire ça, mais... C'est pas précis, on est tous à gauche. J'ai pas dit d'extrême gauche. Donc, si vous voulez, ces lois, évidemment, il n'y a pas de loi dans la nature, il n'y a que des phénomènes dans la nature. Si vous voulez. Donc, les lois, ce sont les individus, ce sont les scientifiques qui les construisent. Et ce sont forcément des lois qui sont des lois approximatives, c'est-à-dire qu'on fait des modèles, on fait des théories, le cerveau propose, les scientifiques en communauté proposent des théories, proposent des possibilités, et puis ça rate toujours. Hein. Ça ne marche jamais parfaitement. Hein. En physique, si. Oui, mais ça évolue quand même, parce que sinon vous seriez une religion. Donc les théories scientifiques sont des théories évolutives. Même si elles sont à un moment donné extraordinairement fortes. Par exemple, quand on passe en physique du macroscopique au microscopique, ça n'invalide pas les théories macroscopiques, mais ça donne une autre vision statistique, en particulier, de lois qu'on interprète de façon macroscopique. Donc, et pour la théorie de l'évolution, évidemment, elle nous a été proposée après bien une histoire aussi de la théorie de l'évolution par Darwin. Ça n'aurait pas été Darwin, ça n'aurait peut-être pas été tout à fait la même théorie, et ça c'est aussi intéressant parce qu'il faut savoir qu'il y a des sujets de la science et que si vous mettez toutes les données que Darwin avait à sa disposition dans un ordinateur, vous ne sortirez pas forcément la théorie darwinienne de l'évolution. Donc Darwin lui-même intervient en tant que sujet de la science dans le type de théorie qu'il a. C'est peut-être pour ça que ce n'est pas parfait. Et puis, ces théories de l'évolution ont évidemment évolué, c'est-à-dire que quand la génétique on a découvert les gènes, la façon dont les gènes fonctionnent, la façon dont ils peuvent muter, etc., on a eu une vision beaucoup plus statistique avec la théorie synthétique de l'évolution. Aujourd'hui, on revient à une théorie plus cladiste, c'est-à-dire que chaque fois qu'on fait un modèle ou une théorie, ce ne sont pas des choses qui sont terminées parce que justement, ce ne sont pas des dogmes religieux, ce sont des théories scientifiques. Et je crois que ça oblige évidemment à être un petit peu modeste devant ce qu'on est capable de comprendre. Mais pour nous, une théorie, si vous voulez, c'est plutôt un outil qu'un aboutissement. C'est l'équivalent du scalpel ou de la strychnine, une théorie. C'est-à-dire que ça permet de penser un objet. Et quand la théorie devient un petit peu caduque, sauf en physique bien entendu, à ce moment-là, il faut mieux en changer. Voilà. Merci. Merci.